Savez-vous comment sauver votre fille? Un jeune garçon désespéré a posé cette question à un millionnaire. Gabriel Moreau, un homme célèbre pour son immense empire technologique et ses prouesses commerciales, était dans un état de panique totale. Son attitude calme habituelle n'était nulle part visible alors qu'il pleurait, impuissant, ses sanglots résonnant dans les couloirs stériles de la clinique. Sa fille unique, Isabelle Lefebvre, âgée de seulement 10 ans, était gravement malade, ses symptômes mystérieux déroutant même les médecins les plus éminents du pays. Alors que le chaos tourbillonnait autour de lui et que le personnel médical se précipitait dans toutes les directions, le désespoir de Gabriel atteignit un point d'ébullition. Au milieu de sa tourmente, il sentit soudain une main frôler la sienne. Surpris, il s'est retourné pour trouver un jeune garçon, probablement âgé d'au plus 14 ans, debout devant lui. Le garçon portait un t-shirt baya délavé, un short en jean en lambeaux et des tongs, ses vêtements contrastant fortement avec le monde raffiné auquel Gabriel était habitué. Pourtant, il y avait quelque chose de profondément troublant et pourtant en quelque sorte magnétique dans les yeux du garçon, qui brillaient avec une intensité inhabituelle, presque surnaturelle. « C'est votre fille? Celle de la chambre 507 ?» demanda le garçon, sa voix portant un accent baya distinct. Eduardo se figea un instant, l'esprit rempli de suspicion. Comment cet enfant pouvait-il savoir dans quelle chambre se trouvait Isabelle? Qui était-il? Qui es-tu? Demanda Gabriel en plissant les yeux. Comment es-tu entré ici? Il était prêt à appeler la sécurité, mais quelque chose dans le regard calme et constant du garçon le fit réfléchir. Je m'appelle Gabriel, répondit le garçon avec une confiance tranquille. Je travaille ici, enfin, pas officiellement. J'aide ma tante, ZFA, qui est la femme de ménage. Mais j'écoute. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Et je sais ce qui arrive à ta fille. L'expression de Gabriel faiblit, confusion et méfiance se mêlant alors qu'il regardait autour de lui à la recherche d'un signe de sécurité. Le garçon continua, ses paroles précises et alarmantes. Votre fils s'est évanoui lors d'une sortie scolaire au jardin botanique après avoir bu dans la bouteille d'eau de quelqu'un d'autre. Votre fille a une fièvre qui fluctue et des taches mystérieuses sur ses jambes qui semblent apparaître et disparaître. Les médecins parlent d'une maladie auto-immune, mais ce n'est pas le vrai problème, a-t-il déclaré avec une étrange certitude. Gabriel, trop abasourdi pour comprendre complètement, attrapa instinctivement le bras du garçon avec suffisamment de force pour le faire tressaillir. Qui est derrière ça? Est-ce que tu m'espionnes? Grogna-t-il, sa voix tremblante à la fois de colère et d'anxiété. Le garçon n'a pas bronché. Il a simplement regardé en arrière. Personne ne m'envoie, je le jure. J'ai un don. Je l'ai toujours eu. Je vois des choses que les autres ne peuvent pas voir. Je ressens des choses que les autres ne voient pas. Ma grand-mère disait que c'était un don de Dieu, mais ici à l'hôpital, les gens pensent que je suis prétentieux. Les mots restèrent en suspens, et pendant un instant, Gabriel se retrouva à regarder le garçon dans les yeux, l'épuisement des nuits blanches passées à s'inquiéter pour sa fille obscurcissant son jugement. Il relâcha le bras du garçon à contre-cœur. « Que pensez-vous savoir de la maladie de ma fille » demanda Gabriel, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, comme si le poids de sa question pouvait le briser. « Ce n'est pas seulement ce que je pense, corrigea le garçon, d'un ton ferme et confiant. Je sais ce qui se passe. Votre fille a été empoisonnée, mais pas intentionnellement. C'est à cause d'un nouveau médicament qu'elle a commencé pour ses allergies. Le médecin ne le savait pas et il ne voulait aucun mal. Ce n'est pas de sa faute. » Gabriel sentit son sang se glacer aux paroles du garçon. Il repensa au récent traitement d'Isabelle pour une allergie respiratoire. Le timing correspondait. « Comment le sais-tu » demanda Gabriel, à peine capable de former les mots. « À cause de tante Néosa, » répondit le garçon. Elle était infirmière en chef ici. Elle a été licenciée le mois dernier après avoir découvert que les médicaments que prend votre fille étaient nocifs pour de nombreuses personnes, en particulier pour les enfants. Elle a essayé de les avertir, mais personne n'a voulu l'écouter. Un frisson parcourut le dos de Gabriel alors qu'il regardait autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. « Où est cette tante Néosa maintenant » demanda-t-il, son cœur battant la chamade avec un sentiment d'urgence qu'il ne pouvait ignorer. « Elle habite en banlieue, à Parpe. Je peux t'y emmener, mais nous devons y aller maintenant. Avant. » Les mots de Gabriel s'arrêtèrent, et ses yeux se fixèrent soudainement sur quelque chose derrière Gabriel, son expression figée d'inquiétude. À ce moment, le docteur Oliveira s'approcha,
tenant une tablette et les regardant avec une douce curiosité. « Monsieur Gabriel, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix teintée de suspicion. « Est-ce que ce garçon vous dérange, monsieur Eduardo ?»« Non, docteur, tout va bien », intervint rapidement Gabriel. « Il vient de m'offrir du café. » Les yeux du docteur Oliveira se plissèrent vers Gabriel, ses soupçons étant palpables. « Tu ne devrais pas être ici, mon garçon. Les volontaires ne sont autorisés que les mercredis et samedis. » Gabriel baissa la tête avec respect. « Je suis désolé, docteur. Je vais partir. » Mais juste au moment où il était sur le point de se détourner, il s'arrêta et murmura à Eduardo, « Je serai dehors à l'arrêt de bus. Si tu veux en savoir plus, retrouve-moi là-bas dans 1 heure. » Gabriel s'éloigna, disparaissant dans la foule, laissant Eduardo avec un nœud d'anxiété se resserrant dans la poitrine. Le docteur Oliveira a repris la discussion sur le plan de traitement d'Isabelle, mais Eduardo n'écoutait plus. Il était consumé par la pensée, et si cet étrange garçon disait la vérité? Et si les médecins avaient raté quelque chose de crucial? 1 heure plus tard, Eduardo se tenait à l'arrêt de bus devant l'hôpital, ne se sentant absolument pas à sa place dans son costume italien bien coupé. Les passants lui jetaient des regards, le reconnaissant probablement dans les pages brillantes des magazines économiques ou dans les chroniques mondaines. Gabriel était là comme promis, assis les jambes croisées sur le trottoir, partageant un sac de biscuits avec un chien maigre et décousu. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit le garçon, un sourire taquin tirant sur ses lèvres. « Je ne sais pas non plus pourquoi je suis ici, » a admis Eduardo, la voix teintée d'incrédulité. « J'ai l'impression de faire une énorme erreur. »« Non, ce n'est pas le cas, » le rassura Gabriel en rebondissant sur ses pieds. « Mais il faut se dépêcher. Le bus pour Paris part dans 5 minutes. » « Le bus ?» Eduardo haussa un sourcil, incrédule. « Je ne prends pas de bus, mon garçon. »« Et comment comptez-vous vous rendre en banlieue sans attirer l'attention ?» répliqua Gabriel, un sourire complice sur le visage. « Votre chauffeur vous y conduira, mais il vous posera des questions. Ou vous pouvez prendre un taxi et tout le monde saura où vous allez. Vous êtes mieux avec nous. » Eduardo a concédé à contre-cœur. Le garçon avait raison. Si quelque chose n'allait pas dans le traitement d'Isabelle, la discrétion était de mise. Et avec Isabelle sous sédation pour ses tests, il avait un petit laps de temps pour agir. « Très bien, » dit-il en montant à contre-cœur dans le bus. « Mais ça vaut mieux que ça en vaille la peine. » Le trajet en bus jusqu'à Paris a été une expérience surréaliste. Le bus, bondé à ras-bord, se bousculait et tremblait dans les rues. Le bruit et le chaos autour de lui faisaient qu'Eduardo se sentait étrangement vulnérable et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait anonyme. Personne ne semblait se soucier de qui il était ou de ce qu'il avait accompli. Il a regardé Gabriel, qui semblait connaître tout le monde dans le bus, discuter avec les passagers et poser des questions sur leur famille. C'était comme si le garçon avait vécu 100 vies différentes. « Comment connaissez-vous tante Neosa ?» demanda Eduardo, essayant de donner un sens à cet étrange voyage. « Elle a pris soin de ma mère quand j'étais petit », dit doucement Gabriel. Nous avions des problèmes. Avec l'alcool, avec la vie. Tante Neosa était gentille avec moi. Elle me nourrissait quand je restais à l'hôpital, en attendant ma mère. Quand elle partait, je revenais parfois pour l'aider, gagner un peu d'argent et manger. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée. Elle m'a laissé aider à nettoyer. « Et tu vis seul ?» demanda Eduardo, réalisant soudain à quel point il savait peu de choses sur la vie du garçon. « Je vis avec ma tante Jurma et 5 cousins », Gabriel haussa les épaules. « Mais c'est comme vivre seul. Tante Jurma travaille pour 2 familles et ne rentre à la maison que pour dormir. Les autres vivent leur propre vie. Pedrino, il a 7 ans. Il fait attention à moi. » Eduardo resta silencieux, réfléchissant aux profondes différences entre leurs mondes. Il pensait à Isabelle, entourée d'une infinité de jouets, de gadgets et de produits de luxe dans leur vaste manoir d'Alphaville, et pourtant, elle se plaignait souvent de se sentir seule. Lorsqu'ils descendirent finalement du bus à Paris, Gabriel conduisit Eduardo à travers des rues étroites et sinueuses jusqu'à une modeste maison entourée d'un muret de briques et d'un jardin bien entretenu. « Nous y sommes », dit Gabriel en frappant dans ses mains alors qu'il ouvrait la porte. À l'intérieur, une vieille femme noire aux cheveux gris attachés en chignon est apparue sur le pas de la porte. Elle portait une simple robe à fleurs et des sandales, son visage s'éclairant lorsqu'elle vit Gabriel. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur Eduardo, son expression devint méfiante. « Gabriel, mon garçon », dit-elle chaleureusement,
puis son regard se tourna brusquement vers Eduardo. « Qui est cet homme ?»« Madame Noémie, voici le père d'Isabelle, » expliqua Gabriel. « Il a besoin de votre aide. Sa fille est malade à l'hôpital de Saint-Raphaël, avec les mêmes symptômes que vous connaissez. » Le visage de la femme se durcit instantanément d'inquiétude. Elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait avant d'ouvrir grand le portail. « Entrez vite. Ce n'est pas prudent de parler ici. » À l'intérieur, la maison était petite mais impeccablement propre et accueillante, remplie de photos de famille et de certificats de réussite. Madame Noémie les conduisit dans un salon cosy doté d'un canapé fleuri et d'étagères garnies de bibelots. « S'il vous plaît, asseyez-vous, dit-elle doucement. Eduardo s'assit maladroitement sur le canapé bas, se sentant soudain déplacé. « Madame Noémie, veuillez excuser l'interruption, mais ce jeune garçon insiste sur le fait que vous savez peut-être ce qui arrive à ma fille, » a déclaré Eduardo, la voix teintée à la fois d'inquiétude et d'espoir. « Gabriel sait généralement de quoi il parle, » répondit-elle, son ton empreint de mystère. « Maintenant, dites-moi, qu'arrive-t-il exactement à votre fille? Quels symptômes présente-t-elle » Eduardo, le visage marqué par l'inquiétude, décrivit l'état récent d'Isabelle avec minutie, des fièvres imprévisibles qui allaient et venaient sans avertissement, des éruptions cutanées particulières qui apparaissaient et disparaissaient mystérieusement, une fatigue débilitante et des douleurs articulaires qui la laissaient faible et impuissante. Et oui, continua-t-il, la voix légèrement hésitante, elle a récemment commencé un nouveau traitement contre les allergies, un traitement respiratoire. Un nuage sombre passa sur le visage de Madame Noémie tandis qu'elle absorbait ses paroles. « C'est exactement ce que je craignais, » dit-elle d'une voix grave. Elle se leva brusquement et se dirigea vers une pièce voisine, revenant quelques instants plus tard avec un dossier à la main. « Il y a 3 mois, à Saint-Raphaël, nous avons commencé à observer une tendance inhabituelle, des enfants et des adolescents présentant des symptômes similaires, » explique-t-elle alors qu'Eduardo se penche, avide de réponse. Au début, les cas semblaient isolés, mais quelque chose a attiré mon attention. Tous ces patients avaient récemment commencé à prendre Respiral, 1 mois ou 2 avant l'apparition des symptômes. Les médecins ont-ils pris des mesures, s'enquit Eduardo en se penchant en avant avec une urgence croissante. Les médecins l'ont rejeté, a-t-elle répondu, le ton débordant de frustration. Chaque cas était traité par un spécialiste différent à des moments différents. Mais en tant qu'infirmière en chef en pédiatrie, j'ai vu chacun de ces enfants. Lorsque j'ai compilé les données et les ai présentées au docteur Oliveira, il a considéré qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Il m'a dit que je n'avais pas les qualifications nécessaires pour tirer de telles conclusions. Eduardo serra les poings, l'aiguillon familier de l'arrogance médicale surgissant en lui. Et puis, insista-t-il, incapable de cacher son incrédulité. Je n'ai pas reculé, a-t-elle déclaré avec une détermination tranquille. Je suis allé directement voir le docteur Cavalcante, le directeur administratif. Je lui ai montré toutes mes notes, mais il m'a seulement promis de vérifier. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé appelé au RH. Après 28 ans de service, ils m'ont annoncé une restructuration et j'ai été licencié avec une indemnité de départ pitoyable et un froid merci. Eduardo sentit monter en lui une colère familière, l'injustice de la situation touchant une corde sensible au plus profond de lui. Il avait vu ces jeux d'entreprise se jouer bien trop souvent. Avez-vous des preuves? Des documents pour étayer vos affirmations? J'ai tout ici, répondit-elle, ouvrant soigneusement le dossier pour révéler des notes et des cartes de données méticuleusement organisées. Mais qui écoutera une infirmière à la retraite quand les géants pharmaceutiques sont impliqués? Eduardo feuilleta rapidement le dossier, les yeux écarquillés d'inquiétude en parcourant les chiffres, plus de 30 dossiers en seulement 3 mois rien qu'à Saint-Raphaël. Et quelle entreprise fabrique ce médicament? Demanda-t-il, son esprit s'emballant. Pharmastica Progresso, répondit-elle, la voix teintée d'amertume, une filiale de Vital Pharma. Ce nom frappa Eduardo comme un coup dur. Vital Pharma faisait partie du conglomérat qu'il avait bâti, il en était le président et le principal actionnaire. L'acquisition avait eu lieu il y a à peine 1 an, une diversification stratégique poussée par le conseil d'administration. « Est-ce que ça va ?» demanda Madame Noémie, la voix pleine d'inquiétude en remarquant sa soudaine pâleur. « Je vais bien », répondit Eduardo, essayant de retrouver son calme. « J'ai juste besoin de passer quelques appels. Puis-je emporter ce dossier avec moi ? » « Prends-le, dit-elle avec un léger sourire. J'ai fait des copies et je sais comment me protéger après tout ce qui s'est passé. » Il la remercia et se leva. « Gabriel,
qui finissait silencieusement son pain dans la cuisine, leva les yeux, son expression inchangée alors qu'il terminait le petit repas offert par Danusa. « Alors, mon oncle, dit Gabriel avec une simplicité presque désarmante, maintenant on va sauver ta fille. » La question était simple, mais elle portait le poids du monde. Eduardo regarda le garçon, puis Danusa et enfin le dossier qu'il tenait entre les mains. La décision qui lui était soumise était monumentale. Il pourrait très bien détruire une partie importante de l'empire qu'il avait bâti, mais la vie d'Isabelle Lefebvre, et potentiellement celle de nombreux autres enfants, était en jeu. « Oui, Gabriel, dit-il d'une voix ferme mais ferme. Nous allons sauver ma fille, et peut-être même d'innombrables autres. » Sur le chemin du retour à l'hôpital, Eduardo a passé plusieurs appels. La première était destinée à son ex-femme, Luisa, qui vivait à Londres depuis leur divorce 3 ans auparavant. La nouvelle l'a durement frappée, mais elle a promis de prendre le prochain vol pour Salvador. Il a ensuite appelé Leonardo, son avocat personnel, et lui a demandé en urgence de constituer une équipe d'experts indépendants en toxicologie et pharmacologie. « Je veux qu'ils examinent tout ce qui concerne Respiral », a demandé Eduardo. Effets secondaires, essais cliniques, processus d'approbation, tout cela. Et cela doit rester strictement confidentiel. Finalement, il a appelé son assistant personnel et lui a ordonné d'annuler tous ses rendez-vous pour les jours à venir sans donner aucune explication au bureau. Gabriel, observant tout cela depuis la banquette arrière du taxi, ne pouvait cacher son admiration. L'homme qui semblait autrefois submergé par le désespoir agissait désormais avec un nouveau sens du but et de la détermination. « Tu dois être vraiment important, » dit le garçon, la voix teintée de respect. « Je ne suis qu'un père qui essaie de sauver sa fille, » a répondu Eduardo, les yeux fixés sur la route. Après une brève pause, il ajouta, « Mais oui, j'ai des ressources, et j'utiliserai chacune d'entre elles si nécessaire. » De retour à l'hôpital, Eduardo se rend directement au service de réanimation pédiatrique où repose Isabelle Lefebvre. Le docteur Oliveira l'a intercepté dans le couloir, l'air inquiet. « Monsieur Gabriel, nous étions inquiets. Vous êtes parti sans en informer personne, » a déclaré le médecin. « J'avais des affaires urgentes à régler, » répondit froidement Eduardo. « Comment va ma fille » a-t-il demandé. « Son état est stable, mais il n'y a pas eu d'amélioration significative, » a répondu le docteur Oliveira. « Nous réfléchissons à un traitement plus puissant, avec des immunosuppresseurs plus puissants, basés sur l'hypothèse d'une maladie auto-immune. » Eduardo inspira profondément, sentant sa colère monter. Il savait que ce traitement pourrait aggraver l'état d'Isabelle, pas l'améliorer. « Docteur, j'insiste pour arrêter immédiatement les médicaments respiratoires, » dit fermement Eduardo. « L'antihistaminique ? Mais ce n'est pas lié à son état actuel. C'est juste destiné à gérer une ancienne allergie, proteste le médecin. « Je m'en fiche, » insista Eduardo, la voix aiguë. « Arrêtez ça maintenant. Et pas d'immunosuppresseur jusqu'à ce que nous ayons des résultats plus définitifs. » Le froncement de sourcils du docteur Oliveira s'accentua, son irritation évidente. « Monsieur Gabriel, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas de qualification médicale, » dit le médecin d'un ton condescendant. « Non, » répondit Eduardo, sa voix froide mais inébranlable. « Mais j'ai déjà engagé une équipe d'experts indépendants. Ils arriveront demain pour un deuxième avis. D'ici là, je veux uniquement des traitements de soutien. Et j'ai besoin que tous les dossiers médicaux et les résultats d'analyse soient prêts aujourd'hui. » Le docteur pâlit, visiblement interloqué. « Comme vous le souhaitez. C'est votre droit. Je prépare les copies immédiatement. » Alors que le docteur Oliveira s'éloignait, Gabriel, qui attendait discrètement à proximité, s'est approché avec un sourire sur le visage. « Tu as vu ça » dit Gabriel, son sourire plein d'admiration. « Gabriel, tu dois rester en dehors de ça pour le moment » dit doucement Eduardo. « Les choses deviennent dangereuses et je ne veux pas que tu sois impliqué. » Le sourire de Gabriel s'effaça et il croisa les bras avec défi. « Mais c'est moi qui t'ai aidé » protesta le garçon. « Je veux qu'Isabelle aille mieux. »« Je le sais et je suis reconnaissant » dit doucement Eduardo. « Mais pour l'instant, c'est trop risqué. Je vous tiendrai informé. » Gabriel hésita un instant avant de reprendre la parole. « Je ne fais pas confiance à ces médecins. Ils essaieront encore de vous tromper. » Eduardo réfléchit un instant, puis demanda, « Avez-vous un moyen de rester en contact ?»« J'ai un vieux téléphone portable qui vient de ma tante » a déclaré Gabriel en griffonnant le numéro sur un petit morceau de papier. « C'est juste pour les appels. »
Eduardo glissa le papier dans sa poche. Je vous appellerai demain pour vous tenir au courant. Pour l'instant, je dois vérifier si ma fille va bien. Gabriel hocha la tête à contre-cœur, regardant Eduardo se diriger vers la salle. Lorsqu'Eduardo entra dans la chambre d'Isabelle, ses pensées étaient lourdes du poids des décisions à venir. Serait-il capable de révéler la vérité derrière Respiral, de sauver sa fille et de demander des comptes aux géants pharmaceutiques? Les 2 prochains jours apporteraient de la clarté, mais ils apporteraient également plus de danger que ce qu'Eduardo avait prévu. Cette histoire m'intrigue vraiment, répondit-elle pensivement. Alors, où devrions-nous nous revoir? Paloma et Édouard se sont donné rendez-vous dans un café d'hôtel isolé, loin de l'hôpital animé et du quartier des affaires. Le calme des lieux leur permettait de s'exprimer librement. Édouard n'a pas perdu de temps et a raconté à Paloma tout ce qu'il savait sur Isabelle Lefebvre, le respirateur Donanosa défectueux et, surtout, Gabriel. Ce garçon s'est surpassé pour m'aider, a déclaré Édouard le cœur lourd. Et maintenant, je crains que ses actions ne l'aient mis en grave danger. Paloma, toujours une enquêtrice avisée, prenait soigneusement des notes tout en écoutant attentivement. De temps en temps, elle posait des questions pointues, approfondissant la situation. Avez-vous des preuves de manipulation de données, ou peut-être du licenciement injuste de l'infirmière impliquée? En réponse, Édouard lui a remis un dossier rempli de documents constitués par son équipe juridique. À l'intérieur se trouvaient des rapports d'experts indépendants et des notes internes de Vital Pharma. Je suis prêt à tout rendre public, a-t-il déclaré fermement. Mais d'abord, nous devons trouver Gabriel. Je comprends votre urgence, dit Paloma en feuilletant les pages. Et je dois admettre que je suis assez impressionné par votre engagement. Il est rare de voir quelqu'un de votre envergure disposé à dénoncer les torts de sa propre entreprise. Ce n'est plus seulement une question d'affaires, a répondu Édouard d'une voix basse et pleine d'émotion. Quand j'ai vu ma fille allongée dans ce lit d'hôpital, ça m'a secoué. Mais le pire, c'est de réaliser qu'il y a d'autres enfants, ceux qui n'ont pas les ressources dont je dispose, qui souffrent peut-être autant, voire plus. Paloma leva les yeux des documents, son expression étant à la fois compréhensive et respectueuse. Je publierai demain un article préliminaire, en laissant de côté l'identité du garçon pour le protéger, bien sûr. Mais j'utiliserai mes relations pour tenter de le localiser. Merci, dit sincèrement Édouard, puis il ajoute, j'ai encore une faveur à vous demander. Je souhaite intégrer Donanza en tant que consultante pour un nouveau projet de l'Institut indépendant de surveillance des médicaments et des méthodes de traitement. Pensez-vous qu'elle acceptera? Demanda Paloma en haussant un sourcil, le moindre sourire tirant sur ses lèvres. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas, Mendoza? Édouard croisa son regard avec une tranquille conviction. Oui, je crois qu'elle le fera. Surtout si cela aide à empêcher d'autres enfants de souffrir ce que ma fille a enduré. Plus tard, à l'hôpital, Édouard croise Lisa dans le couloir. Son visage était gravé d'inquiétude. Ce qui s'est passé? Demanda-t-il avec urgence. Isabelle est pire? Demanda-t-il, craignant déjà le pire. Non, elle est stable, le rassura Lisa. Mais le docteur Oliveira a apporté un document étrange, une autorisation pour une procédure expérimentale, il insiste sur le fait qu'elle est cruciale. Quand j'ai commencé à poser des questions, il a reculé en disant qu'il reviendrait avec vous. La colère d'Édouard s'enflamma. Où est-il maintenant? Il a été appelé pour une affaire urgente. Il a promis qu'il reviendrait dans 1 heure. Sans perdre un instant, Édouard se dirigea vers la chambre d'Isabelle. La petite fille dormait paisiblement, ses joues plus roses qu'elle ne l'avaient été depuis des jours. Ses signes vitaux s'amélioraient. Édouard tendit la main et prit doucement sa petite main dans la sienne, submergé par un élan d'amour protecteur. Près de 2 heures plus tard, le docteur Oliveira apparaît, accompagné d'une femme qu'Édouard ne reconnaît pas. Monsieur Mendoza, commença le docteur Oliveira, voici le docteur Camila Ferra, spécialiste en immunologie pédiatrique. Elle dispose d'un traitement innovant qui pourrait considérablement accélérer le processus de guérison d'Isabelle. Le docteur Ferra, une jeune femme à l'expression sévère, salue brièvement Édouard avant de poursuivre, l'état de votre fille est plus compliqué qu'il n'y paraît. Les dommages causés par le respirateur pourraient devenir irréversibles si nous n'agissons pas rapidement avec ce nouveau protocole. Elle tendit à Édouard un gros dossier, mais il ne l'ouvrit pas tout de suite. Docteur Ferra, vous travaillez ici à l'hôpital? Demanda Édouard, ses soupçons grandissant. Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Je suis un consultant externe, a répondu le docteur Ferra, légèrement mal à l'aise.
J'ai été spécifiquement invité pour cette affaire. Par qui? Édouard insista. Docteur Oliveira, bien sûr, répondit-elle sur un ton défensif. Édouard échange un regard méfiant avec Luisa, qui partage son malaise grandissant. Ce traitement a-t-il été testé sur d'autres patients ayant eu des réactions similaires au respirateur? Il a demandé. C'est un nouveau protocole, a admis le docteur Ferrat, mais les résultats préliminaires sont prometteurs. Édouard feuilleta rapidement les pages du document, s'arrêtant lorsqu'il atteignit les petits caractères de la dernière page. Ses pires craintes se sont confirmées, le laboratoire responsable du traitement expérimental était une filiale de Vital Pharma, la même entreprise qui a produit le respirateur défectueux. Êtes-vous sérieusement en train de suggérer que je permette à la même entreprise qui a fait du mal à ma fille de faire des expériences sur elle maintenant? La voix d'Édouard était calme, mais la colère qui couvait en dessous était indubitable. Les deux médecins gardèrent leur sang-froid, même si leurs yeux trahissaient leur anxiété. Monsieur Mendoza, il y a eu un malentendu, a commencé le docteur Oliveira, mais Édouard l'a interrompu. Non, il n'y a pas de malentendu, dit-il fermement. Je veux que vous quittiez tous les deux cette pièce. À partir de demain, Isabelle sera transférée dans un autre hôpital avec une nouvelle équipe médicale. C'est imprudent, a objecté le docteur Oliveira. Un transfert pourrait mettre sa vie encore plus en danger. Le plus grand risque pour la santé de ma fille, c'est d'être soignée par des médecins dont les intérêts sont ailleurs, rétorque Édouard. Maintenant, partez, ou j'appelle la sécurité. Une fois les médecins partis, Luisa se tourna vers Édouard, son expression mêlée de surprise et d'admiration. Je ne t'ai jamais vu agir comme ça auparavant. Tellement protecteur. Je ne me suis jamais vu comme ça non plus, a avoué Édouard, la voix s'adoucissant. Mais je pense que j'apprends beaucoup. Cette nuit-là, alors que Luisa restait chez Isabelle, Édouard retourna à son appartement pour prendre une douche et se changer. À peine était-il entré que le téléphone sonna avec un numéro inconnu. Bonjour, monsieur Mendoza, dit une jeune voix tremblante à l'autre bout du fil. Qui est-ce? Demanda Édouard, la tension s'insinuant dans sa voix. Je m'appelle Juliana. Je suis une amie de Gabriel. Il m'a demandé d'appeler depuis cette cabine téléphonique s'il ne revenait pas aujourd'hui. Le cœur d'Édouard s'emballa. Tu ne sais pas où il est? Juliana hésita avant de parler. Il a dit qu'il allait essayer de s'introduire à Saint-Raphaël ce soir. Il voulait récupérer des papiers chez le docteur Chauve. Il a dit que c'était important, que ça pourrait aider la fille riche. Docteur Chauve? Demanda Édouard, maintenant complètement alarmé. Vous voulez dire le docteur Oliveira? Ouais, c'est celui-là, répondit Juliana. Gabriel a dit qu'il l'avait vu cacher d'étranges documents après avoir parlé à un homme en costume, quelqu'un qui n'était pas médecin. Il a dit que c'était lié à la jeune fille et à d'autres enfants malades. Le ventre d'Édouard se serra. Juliana, dis-moi exactement où tu es. J'enverrai quelqu'un te chercher. 20 minutes plus tard, une voiture arrivait devant l'appartement d'Édouard, transportant Juliana, une fille qui ne semblait pas avoir plus de 12 ans. Elle regarda autour d'elle les environs luxueux avec un mélange de crainte et de peur. Gabriel a dit que tu étais riche, mais je ne pensais pas que ce serait comme ça, murmura-t-elle. Ignorant son commentaire, Édouard a demandé, racontez-moi tout ce que Gabriel a dit avant sa disparition. Juliana inspira profondément. Gabriel a toujours été un peu étrange. Il dit qu'il peut sentir les choses, voir les choses. Au début, je pensais qu'il inventait, mais il a toujours eu raison. Il peut dire quand les gens mentent, quand quelque chose ne va pas. Il a un don. L'esprit d'Édouard s'emballait. Il se souvenait des paroles de Gabriel à propos du nouveau médicament, de la façon dont il l'avait prévenu des dangers. Mais qui croirait un enfant des rues? Pourtant, lorsqu'Isabelle avait été admise à l'hôpital, Gabriel avait vu là une occasion de prouver qu'il avait raison. Que t'a-t-il dit hier? Juliana fit une pause. Il m'a trouvé sur la place, tout excité. Il a dit que vous le croyez, mais il était aussi inquiet. Il avait entendu le docteur Bald parler au téléphone de la nécessité de cacher des preuves et de s'assurer qu'une infirmière était enterrée définitivement. Édouard sentit un serrement de cœur lui serrer les tripes. Il se leva brusquement. Je dois retourner à l'hôpital. Gabriel connaît tous les accès. Il a passé la nuit cachée et il m'a dit qu'il allait utiliser l'ascenseur de service pour rejoindre le cabinet du docteur Chauve, au 3e étage. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit avant? Demanda Juliana en haussant les épaules.
Gabriel agit seul, répondit Édouard, la voix se durcissant. Mais il m'a fait promettre que s'il ne revenait pas cet après-midi, je devrais vous contacter. Comprenant l'urgence, Édouard a rapidement appelé Leonardo. Viens ici immédiatement et amène ton ami de la police fédérale. C'est sérieux. En attendant, Édouard proposa à manger à Juliana, et elle le dévora avec avidité. En la regardant, Édouard ne pouvait s'empêcher de se demander combien de repas cet enfant avait sauté dans sa vie. Il pensa à Gabriel, à son courage, à sa détermination à tout risquer pour un étranger. Et maintenant, ce même courage aurait pu le mettre en danger de mort. Leonardo est arrivé avec l'inspecteur Rodrigo Almeida, un officier chevronné au comportement sérieux. Édouard a tout raconté rapidement. Nous pensons que Gabriel a disparu parce qu'il a découvert des preuves de fraude dans le processus d'approbation du respirateur, a conclu Édouard. Il pourrait même être détenu quelque part contre sa volonté. L'inspecteur écoutait attentivement et prenait des notes. C'est grave, Mendoza. Si tout ce que vous dites est vrai, nous sommes confrontés aux effets secondaires criminels du médicament, à des essais cliniques falsifiés et maintenant à l'enlèvement d'un mineur. Des têtes vont tomber. Je m'en fiche des retombées, répondit farouchement Édouard. Ce qui compte, c'est retrouver Gabriel et protéger les autres enfants. J'ai les preuves, j'ai les ressources et je suis prêt à aller jusqu'au bout. Rodrigo hocha gravement la tête. Nous devons aborder cette question avec prudence. Si nous avançons trop vite, nous risquons de détruire les preuves. Et si le garçon est entre leurs mains? Édouard frémit, comprenant l'implication. Que proposez-vous? Il a demandé. Une opération coordonnée, proposa Rodrigo. Nous allons frapper d'un seul coup l'hôpital, le siège de Vital Pharma et les domiciles des principaux suspects. Mais j'aurai besoin d'un mandat d'arrêt, et pour cela, j'ai besoin de preuves concrètes à présenter au juge. Nous l'avons, a confirmé Édouard. Nous avons les documents internes de l'entreprise, les témoignages d'experts, les déclarations de Donanza et maintenant le témoignage de Juliana sur les derniers mots de Gabriel. L'inspecteur hocha la tête. Je vais rassembler une équipe et parler au juge. Si tout se passe bien, nous aurons les mandats d'arrêt ce soir et l'opération commencera à l'aube. Alors que Rodrigo et Leonardo partaient préparer les prochaines étapes, Édouard tourna son attention vers Juliana. J'admire votre courage d'être venu me voir, a-t-il déclaré avec une sincère appréciation. Je peux vous trouver un endroit sûr où rester pendant que tout s'arrange. Vous n'êtes pas obligé d'affronter cela tout seul. Juliana, cependant, secoua la tête. Je dois y retourner, dit-elle d'une voix ferme. Ma grand-mère sera inquiète si je ne rentre pas chez elle pour la nuit. Et si Gabriel revient, c'est le premier endroit où il me cherchera. Je comprends tout à fait, dit Édouard, une pointe d'inquiétude dans la voix. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu feras attention. Et si tu entends quelque chose à propos de Gabriel, appelle-moi immédiatement. Avec un signe de tête, Juliana promit, et Édouard s'assura qu'elle était raccompagnée chez elle en toute sécurité par sa voiture avec chauffeur, garantissant que sa sécurité était une priorité. De retour à l'hôpital, Édouard arrive et trouve Isabelle réveillée et parlant doucement avec sa mère. La voir consciente, même si sa voix était encore faible, le remplissait d'un si profond sentiment de soulagement qu'il pouvait à peine retenir ses larmes. « Papa » appela Isabelle, son sourire fatigué étant un petit mais précieux signe de vie. Édouard l'enlaça avec précaution, en faisant attention aux tubes et capteurs qui lui étaient attachés. « Comment te sens-tu, mon amour ?» Fatiguée et affamée, répondit-elle, et ses parents ne purent s'empêcher de sourire devant sa franchise. Sa mère parla alors, sa voix douce. « Demain, nous te transférons dans un autre hôpital. »« Pourquoi ?» demanda Édouard en échangeant un regard rapide et inquiet avec Lisa avant de répondre. « Pour que tu aies accès à des médecins encore meilleurs, chérie, ceux qui peuvent t'aider à récupérer plus rapidement. » Isabelle sembla accepter cette explication sans poser de questions, et après quelques instants de conversation légère, elle devint soudain sérieuse. « Papa, maman m'a dit qu'un garçon m'avait aidé à découvrir ce qui n'allait pas chez moi. Est-ce vrai ?» Édouard hésita. Il ne voulait pas l'accabler avec tous les détails de la situation. « Oui, c'est vrai, dit-il lentement. Un garçon très spécial et courageux nommé Gabriel. Je tiens à le remercier, a-t-elle déclaré sincèrement. Il m'a sauvé la vie. Oui, d'une certaine manière, répondit Édouard, la voix tendue par l'émotion. Et je te le promets, je le trouverai pour que tu puisses le rencontrer. Une fois Isabelle se rendormir,
Édouard se tourne vers Lisa, le visage sérieux, pour lui expliquer la disparition de Gabriel et l'opération qui va avoir lieu le lendemain. Mon Dieu, Édouard, c'est encore plus grave qu'on ne le pensait, dit Lisa, visiblement choquée. Tu penses vraiment que Gabriel pourrait blesser un enfant de la rue? Je ne sais pas, répondit Édouard d'une voix sombre. Mais je ne peux pas me permettre de prendre des risques. Le délégué Rodrigo est minutieux et prudent. Si Gabriel est à l'hôpital ou dans l'une des propriétés de White Pharma, ils le retrouveront. Et s'ils ne le font pas? Lisa insista, sa voix remplie de peur. Édouard ne put achever sa pensée. La possibilité même que Gabriel ne soit pas retrouvé était trop lourde à supporter. Nous le trouverons, dit-il fermement, même si le doute persistait au fond de son esprit. La nuit s'étendit, pleine de tension et d'incertitude. Tard dans la nuit, Édouard reçoit un appel de Rodrigo. Les mandats d'arrêt sont en vigueur, a déclaré la voix de Rodrigo au téléphone. L'opération démarre à 5 heures du matin. Édouard n'essayait même pas de dormir. Il resta près du lit d'Isabelle, la regardant dormir, son esprit s'emballant. Sa vie avait radicalement changé en quelques jours seulement. Il y a à peine une semaine, il était un homme d'affaires prospère, rongé par les fusions d'entreprises et les fluctuations boursières. Aujourd'hui, il est impliqué dans une enquête criminelle, révélant la corruption au sein de sa propre entreprise, tout en étant profondément préoccupé par le sort d'un enfant des rues qu'il ne connaissait que depuis 4 jours. À 4h30 du matin, un autre message arrive de Rodrigo, Isabella et Luisa doivent être évacués de l'hôpital avant le début de l'opération. Une ambulance privée les attend pour les emmener à l'hôpital Albert Einstein, où une équipe médicale de confiance s'occupera d'elles. Le transfert s'est bien déroulé et à 5 heures précises du matin, alors que l'ambulance se dirigeait à toute vitesse vers l'aéroport pour prendre l'avion privé à destination de Sao Paulo, Édouard a reçu la confirmation que les opérations à l'hôpital de Saint-Raphaël, au siège de White Pharma et au domicile des principaux dirigeants étaient en cours. « Tiens-moi au courant pour Gabriel », demanda Édouard, la voix pleine d'urgence. « On s'en occupe, Édouard. Concentre-toi sur ta fille. Laisse-nous s'occuper du reste, lui assura Rodrigo. Dans l'avion, Isabelle a bien dormi, son corps encore en convalescence. Luisa, assise à côté d'Édouard, éprouvait un mélange de soulagement et d'anxiété. Même si elle était reconnaissante que sa fille s'améliore, elle ne pouvait pas se débarrasser de la tension qui la tenait. « Que arrivera-t-il à votre entreprise après tout cela » demanda-t-elle doucement. « Cela va détruire tout ce pour quoi vous avez travaillé. » Édouard a reconnu son inquiétude. « Oui, le marché boursier en souffrira lorsque cette histoire éclatera, » dit-il pensivement. « Mais, j'ai appris quelque chose d'important ces derniers jours. » Le silence de Luisa semblait l'inviter à élaborer. « J'ai appris que l'argent ne fait pas tout, » a-t-il poursuivi. « On m'a donné une nouvelle perspective sur le monde, sur ce qui compte vraiment. La vie des enfants, la sécurité de ceux que nous aimons. C'est ce sur quoi je vais désormais me concentrer. » À ce moment-là, le téléphone d'Édouard sonna. C'était Rodrigue. « Nous avons retrouvé Gabriel, » dit-il, et le cœur d'Édouard bondit de soulagement. « Où est-il? Comment va-t-il » demanda Édouard avec insistance. « Il a été enfermé dans un débarras au sous-sol de l'hôpital. Il est déshydraté et effrayé, mais dans l'ensemble, il va bien. Une femme de ménage l'a entendu frapper et a appelé à l'aide. » Édouard ferma les yeux de soulagement, sentant le poids de la peur se soulever de sa poitrine. « Dieu merci. Puis-je lui parler ? » Pas maintenant. Il est avec les médecins. Une fois qu'il sera stable, nous l'interrogerons. C'est un témoin clé. Mais il a posé des questions sur vous et sur votre fille. Il semble qu'il soit vraiment inquiet pour elle. S'il te plaît, dis-lui qu'Isabelle va bien et qu'elle a vraiment envie de le rencontrer, répondit Édouard, la voix pleine d'émotion. Et quand tout cela sera fini, je lui parlerai en personne. La voix de Rodrigo était calme mais urgente lorsqu'il ajouta « Nous avons trouvé les documents mentionnés par Gabriel. Il a réussi à les cacher dans ses vêtements avant d'être découvert. Ces documents prouvent que White Pharma était au courant des effets secondaires graves de l'inhalation chez au moins 2% des patients, mais a caché l'information à Anvisa, l'agence de santé brésilienne. Le docteur Oliveira, le docteur Cavalcante et plusieurs dirigeants de White Pharma ont été arrêtés. » Édouard remercia Rodrigo et raccrocha, se tournant vers Luisa qui avait entendu la conversation. « Ils l'ont trouvé, dit-elle, le soulagement se répandant sur son visage. Ce garçon, il est vraiment quelque chose de spécial, n'est-ce pas ? Oui,
répondit doucement Édouard, profondément ému par le courage de Gabriel. La semaine suivante, le scandale éclate à l'échelle nationale. Paloma a publié une série de rapports d'enquête détaillant le scandale respiratoire, comment un médicament aux effets secondaires dangereux avait été approuvé grâce à des manipulations de tests et à des pots de vin versés à des fonctionnaires. L'histoire de Gabriel, l'enfant des rues qui a contribué à découvrir la vérité, a trouvé un écho auprès des gens à travers le pays. Isabelle Lefebvre s'est complètement rétablie après 3 semaines de traitement à l'hôpital Albert Einstein. Une fois qu'elle fut suffisamment rétablie, sa première demande fut de rencontrer Gabriel. Édouard est resté en contact avec le garçon, assurant sa sécurité tout au long de l'enquête. La rencontre entre Isabelle et Gabriel a eu lieu dans le jardin de la maison d'Édouard à Alphaville. Isabelle, encore affaiblie par sa maladie, regardait avec curiosité Gabriel s'approcher timidement, accompagné de Dona Nussa. « C'est toi, Gabriel » demanda Isabelle en lui tendant la main. « Le garçon qui m'a sauvé la vie. » Gabriel rougit, visiblement mal à l'aise face à cette attention. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait, » répondit-il modestement en lui serrant la main. « Non, tu as fait ce que peu de gens feraient, » dit sincèrement Isabelle. « Vous avez eu le courage d'aider, même si cela impliquait de vous mettre en danger. » Édouard, qui observait tranquillement, a ajouté, « Vous avez risqué votre propre sécurité pour aider quelqu'un que vous ne connaissiez même pas. Vous n'y avez pas réfléchi à 2 fois. » Gabriel sourit faiblement, son inconfort commençant à s'estomper. « Mais ça en valait la peine. Tu es superbe. Bien mieux que la dernière fois que je t'ai vu. »« Je suis presque comme neuve, » répondit Isabelle, un sourire s'étalant sur son visage. « Les médecins ont dit que si je n'avais pas commencé le traitement à ce moment-là, la situation aurait pu être bien pire. » La conversation a changé naturellement alors qu'Isabelle a demandé à Gabriel comment il avait découvert le lien entre sa maladie et la respiration, et Gabriel a partagé ses expériences à l'hôpital. À son tour, Gabriel était fasciné par les connaissances et la curiosité intellectuelle d'Isabelle. Pendant que les 2 enfants discutaient, Édouard en profitait pour discuter d'une nouvelle initiative avec Madame Noémie. « Je veux que vous dirigiez un institut de surveillance pharmaceutique, » lui a-t-il dit. « Personne ne connaît le fonctionnement interne de l'hôpital et les signes avant-coureurs comme vous. »« C'est une offre alléchante, monsieur Édouard, » répondit pensivement Madame Noémie. « Mais je n'ai pas les qualifications formelles pour un tel rôle. »« Vous possédez quelque chose de bien plus précieux, l'expérience et l'intégrité, » a répondu Édouard. « Nous ferons appel à des experts pour les aspects techniques, mais nous avons besoin de quelqu'un comme vous pour les guider, afin de garantir que la sécurité des patients soit toujours la priorité. » Après délibération, Madame Noémie a accepté de reprendre ce rôle. Sa première proposition était de créer un programme conçu pour identifier et soutenir les enfants comme Gabriel, ceux qui possèdent des capacités d'observation et d'analyse extraordinaires. Ces enfants deviendront les yeux et les oreilles du système de santé, en particulier dans les communautés vulnérables où les problèmes sont souvent ignorés ou cachés, a-t-elle expliqué. Édouard a immédiatement reconnu la valeur de son idée. Cela correspondait parfaitement à sa vision évolutive du rôle de l'entreprise dans la société. Pendant ce temps, White Pharma était en pleine restructuration. Tous les dirigeants impliqués dans le scandale ont été licenciés et ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Édouard a nommé un nouveau conseil d'administration, composé majoritairement de médecins à la réputation irréprochable en matière d'éthique, chargé de réévaluer tous les produits de l'entreprise et de mettre en œuvre des protocoles de tests bien plus rigoureux que ceux exigés par le NSM. Les conséquences financières ont été graves. Les actions ont chuté. Des contrats ont été annulés. Mais Édouard n'avait aucun regret. La vie d'Isabelle avait été sauvée, d'autres enfants avaient été protégés de la respiration et il avait trouvé un nouveau but. De manière inattendue, Luisa a décidé de reporter son retour à Londres. Le traumatisme d'avoir failli perdre sa fille, combiné à la transformation qu'elle a constatée chez Édouard, l'a amené à reconsidérer son avenir. Ce n'était pas une réconciliation romantique, loin de là, mais cela marquait un nouveau chapitre dans leur parentalité coopérative envers Isabelle. Pendant ce temps, Isabelle et Gabriel nouent une amitié improbable. Malgré leurs origines très différentes, ils ont trouvé un terrain d'entente dans leur intelligence et leur compréhension commune du monde qui les entourait. Édouard, reconnaissant le potentiel de Gabriel, lui organise des cours particuliers. Le garçon a rapidement révélé un esprit vif et une soif implacable de connaissance. Puis, un mois après la guérison d'Isabelle, Édouard reçoit un nouvel appel de Rodrigo. « Gabriel, l'agent fédéral », expliqua Rodrigo.
Les dépositions des dirigeants arrêtés ont révélé une conspiration encore plus grande que ce que nous pensions. Il semble qu'au moins 3 autres drogues aient subi le même processus, manipulation de tests et corruption de fonctionnaires. Édouard sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. De quels médicaments parlons-nous? Nous sommes toujours en train de vérifier, répondit Rodrigo. Mais je voulais vous faire savoir que votre nom a été complètement effacé de l'enquête. Il est évident que vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait dans les coulisses de White Pharma. Cela ne m'exonère pas de ma responsabilité morale, répondit Édouard d'un ton grave. J'étais président. J'aurais dû être plus vigilant. Combien de PDG risqueraient leur propre fortune pour dénoncer des pratiques illégales au sein de leur entreprise? Édouard fit une pause, son esprit réfléchissant aux conséquences de ses actes. Mais parlez-moi de l'avenir de Gabriel. Je m'inquiète de son bien-être à long terme. Rodrigo hésita avant de répondre. Sa tante a été interrogée, mais elle ne veut pas s'occuper de lui. Elle semblait soulagée de se débarrasser de lui. Le cœur d'Édouard se serra. Il s'y attendait, compte tenu de ce que Gabriel lui avait dit à propos de sa famille. Oui, mais cela ouvre des possibilités, a poursuivi Rodrigo. Le juge des enfants est ouvert à envisager une tutelle temporaire, compte tenu du lien que Gabriel entretient avec votre famille et de son rôle dans le sauvetage de votre fille. L'idée de devenir le tuteur de Gabriel surprend Édouard. Cela ne lui était pas venu à l'esprit auparavant, mais maintenant que Rodrigo l'avait suggéré, cela lui semblait étrangement naturel. C'est possible, a déclaré Rodrigo. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, vos actions récentes montrent au juge que vous êtes un homme de principe qui se soucie réellement du bien-être de ce garçon. Édouard a promis d'y réfléchir attentivement après en avoir discuté avec Louise Dumas et, bien sûr, Gabriel lui-même. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Ce soir-là, après le dîner, Édouard retrouve Isabelle et Gabriel dans la bibliothèque de son hôtel particulier. Gabriel lisait à haute voix un livre d'astronomie tandis qu'Isabelle griffonnait des notes dans un cahier. Tellement absorbés par leur conversation qu'ils ne remarquèrent pas l'entrée d'Édouard. L'univers est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer, a déclaré Gabriel avec admiration. Des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Et la plupart de ces étoiles sont probablement entourées de planètes, tout comme la Terre. Oui, il doit y avoir des millions de planètes où la vie pourrait exister, a ajouté Isabelle. Édouard resta un moment silencieux, observant l'échange avec admiration. Finalement, il a pris la parole. Alors, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Demanda-t-il avec un sourire. Isabelle et Gabriel se retournèrent, leur visage s'éclairant en le voyant. Papa, s'exclama Isabelle. Gabriel m'aide dans mon projet scientifique. Nous allons construire un modèle à l'échelle réelle du système solaire. Impressionnant, dit Édouard en s'installant dans un fauteuil voisin. Vous formez toute une équipe. Gabriel sourit timidement, toujours pas habitué à recevoir des compliments. Isabelle Lefebvre est géniale, monsieur Édouard, a déclaré Gabriel. Elle comprend tout si vite. Ce n'est pas vrai, répondit Isabelle avec un sourire. Tu as appris en 2 jours ce que j'ai mis des mois à apprendre à l'école. Édouard observait leur échange ludique avec un sentiment de profonde satisfaction. Il y avait quelque chose de rare entre ces deux-là, une compréhension, un respect qui semblait au-delà de leur âge. Gabriel finit par devenir sérieux et dit, « Édouard, il y a quelque chose dont je dois te parler. » « À propos de l'hôpital ?» demanda Édouard, son inquiétude revenant. « Non, il s'agit de mon avenir, » dit Gabriel en se redressant sur sa chaise. Édouard se pencha, la curiosité piquée. « Que veux-tu dire ?» Gabriel inspira profondément. « As-tu déjà pensé à la façon dont tout cela pourrait changer ma vie ?